Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 25 mars et à la une de cette édition, 5 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 ont été identifiés à Mayotte, portant désormais à 35 le nombre total de cas. Sur l'ensemble du territoire national, l'hécatombe continue avec la barre des 1100 morts qui a été dépassée. Un chiffre qui est sans aucun doute en deçà des réalités, car les personnes dans les EHPAD ne sont aujourd'hui pas comptabilisées. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Franchit la barre des 1000 décès liés au coronavirus. 1100 morts officiellement enregistrés, mais uniquement dans les hôpitaux. Le directeur général de la santé le reconnaît. On sait que les décès survenus à l'hôpital représentent probablement une faible part de la mortalité. Les chiffres communiqués quotidiennement n'incluent pas les malades qui sont morts chez eux ou en EHPAD. Les autorités sanitaires promettent un décompte précis dans les prochains jours. Nous avons demandé à Santé publique France de mettre en place une surveillance spécifique, un suivi quotidien de la mortalité dès lors qu'un EHPAD, par exemple, ou un établissement médico-social signale un cas suspect et éventuellement un décès. Il n'existe actuellement aucun comptage officiel du coronavirus dans les EHPAD. Les établissements ne testent pas tous les résidents systématiquement. Seuls les 2 premiers cas suspects sont diagnostiqués selon les recommandations du ministère de la Santé. Le monde médical tire la sonnette d'alarme. Ce qu'il faut, c'est tester tout le monde. Vous comprenez, si on teste tout le monde dans les EHPAD, on sera encore en mesure de séparer les résidents qui sont malades de ceux qui ne le sont pas et essayer de casser la possibilité de contagiosité. Il va y avoir une hécatombe dans les EHPAD si on ne fait pas ça rapidement. Dernière source pour tenter d'évaluer le nombre de victimes du coronavirus, les chiffres de l'état civil comparés aux années précédentes. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, une surmortalité a été observée ces 15 derniers jours, dans l'Oise, la Moselle, les Vosges et le Haut-Rhin. Cette hausse du nombre de décès dans ces départements concerne les personnes de plus de 65 ans. Et hier, le président du conseil départemental a pris la parole afin d'annoncer plusieurs mesures visant à faire face à la pandémie. La barge est désormais gratuite pour les piétons et les véhicules des soignants. Par ailleurs, l'enveloppe consacrée aux entreprises va doubler et passer ainsi à 4 millions d'euros. Ce matin, nous recevions le vice-président en charge des affaires sociales. Issa Abdou s'est exprimé sur la réorganisation des services et sur les mesures mises en place. Au montage, Stevie Monet. Le conseil départemental continue d'assurer une grande partie de ses missions et si certains services évoluent en mode dégradé, des priorités sont définies afin de répondre à la crise et notamment au manque de masques pour les agents de la collectivité. On est à la tâche, on est au travail, on travaille pas plus tard qu'hier. J'ai présidé un comité de pilotage qui se tient régulièrement tous les mardis et jeudis, donc on en aura un demain. C'est une instance à l'aune de laquelle on prend des décisions importantes. Par exemple, hier, on a validé le principe de commander 400 000 masques, c'est important par les temps qui courent et c'est une nécessité pour nos agents parce que... Ils vont arriver quand, Issa, ces masques ? Vous avez une idée ? Dans les meilleurs délais, en tout cas, nous faisons pression pour que la commande soit lancée et que ça arrive rapidement parce que nos agents le réclament et il ne faut pas qu'on subisse un droit de retrait parce que là, pour le coup, ce serait catastrophique. Parmi les nombreuses missions de l'institution, le secteur santé sociale est plus important que jamais. À ce titre, les PMI doivent rester ouvertes pour éviter des drames humains. Nous avons mis en place une organisation qui est vivante, qui s'adapte à la situation. C'est ainsi que nous avons mis en place une veille sanitaire, le comité de pilotage que je préside, je l'indiquais tout à l'heure, et puis une cellule de crise autour du docteur Abel notamment, le tout pour 2 raisons. D'abord, protéger nos agents. Nous avons 3000 agents au niveau du département, c'est le plus gros employeur du territoire, mais aussi et surtout assurer la continuité du service public parce que l'aspect économique, il ne faut pas pénaliser les entreprises, il faut que la commande publique continue, mais il faut aussi, et c'est l'autre fonction essentielle du département, l'action sociale, le médico-social, faire en sorte que nos personnes âgées, nos personnes fragiles, ne soient pas délaissées. Et j'ajoute que depuis lundi, donc, il y a eu l'ouverture de nos PMI pour pouvoir faire le vaccin, le primo-vaccin pour permettre notamment de lutter contre la rougeole. Hier, le président du CD a annoncé une nouvelle série de mesures visant à aider la population et les entreprises à faire face à la crise. 4 millions d'euros, c'est
vraiment doublé les aides et les crédits, l'enveloppe crédit qui était consacrée aux entreprises, la gratuité de la barge pour les piétons, gratuité également pour le personnel soignant qui a des besoins pour ce qui est des véhicules cette fois-ci. Et donc, et puis les décisions qui ont été prises là aussi parce qu'on a fait le constat que, alors même que la barge transporte en moyenne 15 000 personnes par jour, on a fait le constat, mais c'est la conséquence du confinement. Nous sommes autour de 2000 personnes transportées et donc ça nous a conduit à revoir l'organisation. Maintenant, c'est que 2 barges au lieu de 4 traditionnellement. Donc, ce sont toutes ces mesures-là vivantes qui nous permettent quotidiennement d'être aux côtés des Mahorais. Être plus que jamais aux côtés des Mahorais, voilà la mission première qui incombe au conseil départemental en ces temps de guerre contre un ennemi invisible. Et la caisse de sécurité sociale de Mayotte reste pleinement mobilisée face à la crise. Une centaine d'agents continuent de faire le déplacement jusque dans les différents sites de la CSSM sur le territoire. Pour la grande majorité de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le télétravail a été activé et les missions sont donc assurées afin notamment que personne ne soit laissé pour compte face à cette pandémie même au niveau mondial. Je vous propose d'écouter la directrice qui a fait le point lors de la matinale de Kwesi. Nous avons effectivement eu des consignes nationales, donc il y a une prolongation de 3 mois des cartes de séjour. Donc nous avons levé également ce qu'on appelle des prérequis aux ruptures de droit et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de droit, que ce soit pour les droits à l'assurance maladie comme pour les droits aux prestations familiales. J'en profite pour préciser qu'il y aura un versement automatique des prestations familiales, c'est-à-dire qu'il faudra quand même que les personnes fassent le nécessaire pour continuer à se déclarer en ligne, pour celles qui peuvent le faire en ligne ou téléphoner pour le faire, mais il n'y aura pas de blocage par rapport à ça. Ce qui est important également de noter, c'est que nous faisons en sorte que les personnes qui bénéficient, vous savez, des affections de longue durée ou de l'exonération du ticket modérateur. Donc il va y avoir une continuité de ces droits. Au moindre doute, là c'est une question qui arrive sur les réseaux sociaux, qui n'hésite pas. Nous avons donc l'adresse mail pfs.cssm@css-mayotte.fr ou le téléphone pour pouvoir poser la question. Et place maintenant à l'invité de la rédaction ce soir. Nous sommes en direct par téléphone avec Carla Baltus, la présidente du MEDEF. Carla, bonsoir. Oui, bonsoir Pierre, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kwesi. Nous sommes ravis de vous avoir au téléphone ce soir. On va parler bien sûr d'économie. On l'a entendu, 4 millions d'euros vont être débloqués par le conseil départemental pour les entreprises de l'île. Déjà, dans un premier temps, est-ce que selon vous c'est suffisant? Vous avez écrit justement pour réclamer des mesures. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'au moins c'est déjà un pas en avant? Écoutez, on ne peut que remercier déjà de l'initiative. C'est un début. Nous, on estime qu'il n'est pas suffisant. On voit bien dans toutes les régions de France et de Navarre, même quand on proratise les montants au niveau des entreprises, 4 millions, ça suffira pas. L'avenir nous donnera sans doute raison. Maintenant, dans les 4 millions, il faudra voir qu'est-ce qu'on met dedans. Parce que nous, ce qu'on a réclamé, ce ne sont pas que des prêts à taux zéro, parce que les entreprises sont déjà assez endettées. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont endettées lors de la crise de 2018. Donc nous, on ne veut pas du surendettement pour les entreprises. Ce qu'il faut que le Conseil général comprenne dans cette affaire-là, parce que malheureusement, ils n'ont pas appelé les organisations syndicales patronales. Je pense que dans l'ordre, on aurait quand même pu se voir et en discuter pour ensuite vraiment mesurer les besoins des entreprises. Il faut des subventions concrètes. Au niveau national, l'État a proposé 1 500 euros, qui est déjà pas suffisant, mais c'est déjà une première. C'est un don en soi, c'est une subvention. Donc il faut vraiment des subventions. Et dans l'enveloppe de 20 millions d'euros qu'on propose, maximale, minimale aussi on peut dire, il faut aussi prévoir des dispositifs d'aide comme des exonérations d'octroi de mer. Donc 4 millions d'euros, l'histoire nous dira si c'est suffisant ou pas suffisant. Et puis aussi, il faudra voir comment, quels vont être les critères d'attribution, parce que encore aujourd'hui, des entreprises me disaient que
les fonds d'urgence qui étaient sur la plateforme initiative, urgence, un an après, c'est là où ils ont pu toucher et percevoir le montant prêté. Ce n'est plus une urgence. Quand on parle de 12 mois, ce n'est plus une urgence. Donc nous, ce qu'on appelle les fonds d'urgence, c'est de définir ensemble les critères d'attribution et que ça soit dès le mois d'avril. Et en parallèle à ça aussi, le conseil départemental, je pense, l'a fait. Donc on attend de voir concrètement dans les comptes des entreprises, il faut des paiements des factures en souffrance. Et ce ne s'adresse pas que à la collectivité, c'est l'État, c'est toutes les collectivités locales. Carla, un mot sur le chômage partiel. Quel retour vous avez de vos adhérents justement sur la mise en place de ce chômage partiel? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que on est encore dans des balbutiements? Qu'en est-il de cette mesure importante aussi pour les entreprises locales de l'île? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'inscrit dans le chômage technique, l'activité partielle, on va sur une plateforme qui centralise l'accès pour toutes les entreprises de France. Donc, comme on est dans une mesure nationale, on va sur une plateforme entre guillemets unique, et donc toutes les entreprises s'inscrivent à la minute près ensemble. Donc, déjà techniquement, ça bug, il faut le comprendre. Donc, il ne faut pas se décourager quand on va sur la plateforme. Il faut insister. Il faut peut-être attendre, soit y aller plus tôt, soit y aller plus tard pour pas être aux heures de bureau de métropole, par exemple. C'est un conseil qu'on peut donner. Et donc, on attend le retour de la diète. Et donc, si et là aussi, aujourd'hui, on a une difficulté parce que techniquement parlant, on n'aura pas de réponse, je crois, avant le 27 mars de ce qui nous est dit. La difficulté qu'il y a dans l'activité partielle, ça va concerner tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas encore une visibilité de savoir quelles sont les entreprises qui sont éligibles. Elles sont plus ou moins connues, mais ça ne correspond pas à la réalité et aux besoins des entreprises. Il faudrait que le texte s'applique pour toutes les entreprises qui subissent directement ou indirectement les effets de cette crise. Parce que vous pouvez être, par exemple, autorisé à travailler, à recevoir du public, entre autres, et pour autant, vous n'avez pas de clients, pour autant, vos salariés aussi ne peuvent pas venir travailler, et donc, du coup, vous fermez. Et donc, quand vous irez sur la plateforme, on pourrait vous dire, non, vous n'avez pas droit à l'activité partielle. Donc, aujourd'hui, la difficulté, elle est là, et il y a encore des négociations, mais peut-être qu'à l'instant où je vous parle, le texte a été adopté ou pas. Ça, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier, mais les difficultés sont là. Donc, moi, ce que je dis aux entreprises, c'est que il faut insister pour s'inscrire sur la plateforme, et sachez aussi que nous avons des gens comme les élus du MEDEF national qui se battent pour que toutes les entreprises puissent bénéficier de ce dispositif. Carla, un mot sur le sentiment que vous avez, le MEDEF, de manière générale, au niveau national, mais aussi au niveau local, sur les réponses des autorités. Est-ce qu'aujourd'hui, elles vous paraissent adéquates? On parlait du chômage partiel. Vous avez demandé une prise en charge à 100% de ce chômage partiel. Ça n'a pas été pour le moment accordé par l'État. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités sont à la hauteur du défi finalement vers lequel nous allons, avec un risque très très fort que certaines entreprises mettent la clé sous la porte? Écoutez, en tout cas, à la hauteur, c'est l'histoire qui nous dira. En tout cas, il y a une volonté affirmée de l'État, de par les propositions qu'elle fait. L'activité partielle existait déjà. Aujourd'hui, on parle d'activité partielle renforcée. Donc ça veut dire que quelque part, le gouvernement a parfaitement compris qu'il faut de couvrir les salaires les plus larges possibles, puisque on va jusqu'à 4,5 fois le SMIC, donc ce n'est pas négligeable. 100% jusqu'au SMIC, donc ce sont les textes, encore une fois, alors je vous parle, parce que des fois on a des ordonnances, mais on ne sait pas si elles sont adoptées, donc c'est un peu difficile de se prononcer. On a d'ailleurs une réunion qui est prévue au début de semaine avec Monsieur le Préfet, où on aura un éclaircissement, et on pourra aussi communiquer clairement aux entreprises de ce qui est effectif ou pas. Donc à la hauteur, on ne sait pas aussi, cette crise, elle va aller jusqu'à quand, jusqu'à où. Donc la hauteur, on la connaîtra avec l'histoire. En tout cas, il y a une volonté affirmée, il y a une compréhension, je pense, de la situation de crise. Et comprendre la crise, c'est aussi toutes les mesures de confinement, toutes les mesures de protection. Et je pense qu'on est dans un cas inédit
qui touche tout le monde, qui touche la nation. Donc, je pense qu'il y a une volonté de faire. Donc, il y a les reports de charges au niveau de la CSSM. C'est pas une annulation de charges, il faut pas rêver. Mais c'est déjà un début parce que c'est un report. On a des nouveaux dispositifs de cette nuit qui ont été votés pour accompagner la trésorerie via les banques. Donc à partir d'avril, on pourra solliciter les banques pour des prêts allant jusqu'à 25% du chiffre d'affaires annuel. C'est pas négligeable. Donc ça veut dire quand même que les propositions sur la table sont là. Maintenant, c'est est-ce que elles pourront être rapidement applicables pour répondre à l'urgence de toutes les entreprises de France et surtout celles de Mayotte, qui sont très fragiles depuis les événements de 2011, 2016, 2018, pour malheureusement les rappeler. Justement, Carla, et pour conclure, un dernier mot. Vous avez parlé bien sûr de ces événements et notamment 2018, c'est tout proche. Certaines entreprises se relèvent à peine de cette grève générale. Est-ce que quel retour justement vous avez aujourd'hui des adhérents du MEDEF? Est-ce que certains sont découragés aujourd'hui ou est-ce que voilà, tout le monde a envie de se battre avec notamment effectivement ces mesures qui ont été annoncées, cette cellule de crise aussi, comme en 2018, qui a été mise en place du côté de la CCI? Est-ce qu'on est plutôt dans un état d'esprit optimiste ou est-ce que là, ça commence à devenir très très compliqué? Écoutez, en 2018, on était confronté à une locale, j'ai envie de dire, et où on avait fait beaucoup de demandes au national. Et quand on regarde les demandes qu'on avait fait, ça correspond à 90% des mesures nationales. C'est-à-dire que en 2018, on a demandé des choses au gouvernement, au CD, quand c'est départemental aussi, et les mesures étaient insuffisantes. Donc aujourd'hui, on a malheureusement une crise qui est nationale où on n'a pas besoin, entre guillemets, de tout demander parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà proposées par le national. Et donc, moi, j'ai envie de dire à tous les chefs d'entreprise de Mayotte de ne pas baisser les bras, de se rapprocher de leurs organisations syndicales respectives, de se rapprocher des chambres de consulaires qui sont là aussi pour les aider. Et tous ensemble, il faut qu'on garde le moral, qu'on reste optimiste parce qu'il y a des mesures qui sont là pour nous accompagner. Il y aura malheureusement, on le sait, c'est naturel et même quand tout va bien, entre guillemets, il y a des entreprises qui ferment. Mais il faut que nous, organisations syndicales patronales, nous continuions à nous battre pour avoir le maximum de fonds pour que les entreprises survivent. Il faut que tout le monde, encore je répète, paye les factures, que ce soit les factures des grosses entreprises pour que les factures des sous-traitants soient payées et toutes les comment dirais-je, que toutes les structures soient payées. On a un problème aussi sur les organismes de formation. On a rencontré le conseil départemental. Les restaurateurs, on le sait bien, souffrent, le BTP souffre, tout le monde souffre de cette crise, quand bien même on a des autorisations d'ouverture, 95% des entreprises souffrent de cette crise. Donc il faut effectivement que les chefs d'entreprise gardent le moral et qu'on essaye, nous, au maximum, que ces dispositifs s'appliquent le plus rapidement possible, puisqu'on sait qu'on va encore en parler pendant, j'ai pas envie de dire, mais on nous a dit au moins 6 semaines. Donc après, dans le temps, ça se sentira jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut qu'on reste courageux. Merci beaucoup, Carla Balthus, d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, on continuera de vous appeler pour faire le point avec le MEDEF et les chefs d'entreprise qui sont durement frappés, comme l'ensemble de la population, par la crise. On restera disponible. Notre devise, c'est de défendre les intérêts des entreprises. Donc on sera disponible. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le cri d'alarme de Ousseini Balahachi ou encore les mesures dérogatoires pour éviter les ruptures de traitement. Au montage, Leslie Vimenet. Selon Ousseini Balahachi, secrétaire général de l'UI-CFDT Mayotte, la situation au CHM est alarmante. Il écrit ainsi, je cite, à 3 reprises, des réunions du CHSCT ont été reportées à une date ultérieure par rapport aux caprices de notre directrice. La colère est vive du côté du syndicat qui s'en prend aux autorités en ces termes. La directrice générale de l'ARS de Mayotte s'accapare les médias pour critiquer le personnel hospitalier qui se sacrifie. Au lieu d'utiliser ses moyens pour interpeller le gouvernement, le ministère de la Santé et le DGOS, elle pense pouvoir remédier à la situation comme un prestidigitateur. Député Dr Ramlati, vous êtes où ?
Votre silence est assourdissant. Monsieur le préfet, vous devez tenir votre parole sur le quota d'adéquacy sanitaire comme Azali Assoumani le fait chez lui. Autant dire que l'ambiance est plus que jamais tendue du côté du CHM où les personnels sont mobilisés jour et nuit pour gérer l'afflux de malades. Et dans le contexte actuel d'épidémie de Covid-19, des mesures dérogatoires exceptionnelles ont été prises par le législateur pour éviter les ruptures de traitement de certains patients. Un arrêté prévoit les règles dérogatoires suivantes. Pour les pathologies chroniques, la durée de validité d'une ordonnance renouvelable, expirée et prolongée, tient jusqu'au 31 mai 2020 à l'exclusion des médicaments relevant de tout ou partie de la réglementation des stupéfiants. La délivrance est limitée à 1 mois au maximum. L'information sera faite au médecin prescripteur quand ce type de délivrance exceptionnelle sera fait. Par ailleurs, les règles de délivrance des médicaments à base de paracétamol seuls ont été renforcées. 2 boîtes pour les patients présentant de la fièvre et 1 boîte dans les autres situations, avec inscription dans le dossier pharmaceutique. Altice France et ses entreprises du pôle télécom ont annoncé vouloir placer en chômage partiel plus de 6000 salariés, soit 60% des effectifs. La CFDT du pôle télécom d'Altis France considère que leur entreprise est l'une des plus mal placées pour faire appel au chômage partiel, alors que des milliers de salariés de l'opérateur télécom peuvent parfaitement continuer de travailler à distance. La CFDT ajoute que les clients en parc ne résilient pas soudainement leur abonnement, que ce soit les particuliers comme les professionnels. Au contraire, la période montre que les connexions explosent et les forfaits avec. Pour le syndicat, la justification économique qualifiée de dramatique par la direction n'est donc absolument pas constituée. La CFDT soutient tous les salariés et dénonce avec la plus grande vigueur ce projet funeste et cynique qui vise à tirer profit de la détresse collective pour préserver des résultats économiques qui ne seront certainement pas catastrophiques. Et on termine cette édition avec la Terre qui continue de trembler. À 9h42 ce samedi 21 mars, un séisme d'une magnitude estimée à 5,8 a été ressenti par un grand nombre de personnes confinées chez elles. L'épicentre situé entre Mayotte et Anjouan a soulevé de nombreuses interrogations. La chambre magmatique de notre volcan est-elle plus grande que prévu? Un nouveau volcan voit-il le jour? Paul Arthur Avid tente de répondre à ces questions avec l'expertise de Saïd Hachim. Depuis sa naissance, le visage de notre planète change au rythme des mouvements des plaques tectoniques. C'est la résultante de ces changements qui a pu se faire ressentir ce samedi. En effet, une faille se situe entre Madagascar et le Mozambique, l'aride de Davy. Saïd Hachim, géographe mahorais, a pu nous rassurer sur la question. Il y a toujours eu des séismes ici du fait du fonctionnement normal, ce qu'on appelle le fonctionnement géodynamique, c'est-à-dire le mouvement de la Terre concernant notre région ici, qui sont liés à l'ouverture du canal de Mozambique et aussi à un fonctionnement d'un point chaud qui fonctionne sur notre zone. Une situation géographique qui a poussé les scientifiques à étudier ces mouvements tectoniques depuis de nombreuses années. La naissance du volcan au large de Petite Terre a engendré le renforcement des moyens scientifiques sur l'île. Aujourd'hui, on a la chance, avec ce qui est arrivé à Mayotte, je dis bien une chance, quelque part, parce que on a augmenté le réseau de surveillance. Et donc, s'il y avait quelque chose qui s'apparentait à un volcan ou à un réveil de volcan ou à quelque chose de cette nature-là, on aurait pu l'observer, on aurait pu l'enregistrer, parce que c'est très simple. Aujourd'hui, on enregistre les séismes aujourd'hui de petite magnitude, des séismes de magnitude de 1. Une magnitude si faible que l'homme ne peut les ressentir. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas de nouveau volcan ou une poche magmatique immense, il s'agit juste des mouvements naturels de notre planète. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Kwesi.